Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Voilà un sujet qui nous concerne, qui vous concerne tous, la mortalité infantile. Alors, néonatale, je dirais, pas infantile, néonatale. Quels sont les chiffres? Mais les chiffres ne sont pas bons, les chiffres français. Décès d'enfants âgés de moins de 28 jours, la mortalité néonatale. La France se classe au 22e rang sur 34 pays européens au classement des décès de nourrissons de moins d'un mois. Oui, ça nous surprend, ces chiffres nous surprennent, nous allons essayer de savoir pourquoi et quelles sont les solutions, parce que la Cour des comptes fait des recommandations. Alors pour en parler, Lamine Garbi est avec nous, président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Lamine Garbi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Philippe Juvin est député LR des Hauts-de-Seine, rapporteur d'une mission sur la mortalité infantile. Bonjour. Bonjour. Alors, ces chiffres, d'abord, est-ce que ces chiffres vous alarment? Est-ce que ces chiffres sont en augmentation? Cette mortalité néonatale est en augmentation ou pas, Philippe Juvin? La mortalité infantile, c'est la mortalité entre le jour de la naissance et le premier anniversaire. Oui. Elle augmente. En fait, elle a baissé jusqu'en 2012. Oui. Partout en Europe, y compris en France. Et depuis 2012, elle continue à baisser en Europe, mais elle remonte en France depuis 2012. Donc, ça correspond, le surplus par rapport à nos voisins de mortalité des enfants, de moins d'un an, ça correspond à l'équivalent de 1200 enfants, 48 classes de maternelle qui meurent tous les ans en France, qui ne devraient pas mourir. 48 classes de maternelle, l'équivalent de 48 classes tous les ans en France. Et dans l'indifférence générale. Mais je suis content qu'on évoque ce sujet. Dans l'indifférence générale, alors que la France est réputée pour son système de santé, pour la qualité des soins donnés. Lamine Garbi, vous êtes un professionnel de la santé. Comment expliquer ce chiffre? Peut-être par le maillage du territoire qui est encore trop important. Il n'y a peut-être pas eu les regroupements qu'il fallait, les tailles suffisantes pour pouvoir avoir les compétences médicales en nombre, médicales et paramédicales. Vous rejoignez la Cour des comptes. La Cour des comptes qui dit il y a trop de maternités sous-équipées et trop peu sollicitées. Conséquence, évidemment, s'il y a un grave incident après la naissance, la mère, surtout l'enfant est en danger. La mère aussi, mais l'enfant est en danger. Les maternités de 300 accouchements par an, c'est pas un bébé par jour. Donc effectivement, il n'y a pas l'entraînement des équipes, et lorsqu'il y a un drame, forcément, peut-être la réactivité n'est pas la même. Mais il faut savoir tout de même, il faut modérer ce chiffre-là, parce que les petites maternités sont de niveau 1. Normalement, ce sont des grossesses heureuses, sans pathologie associée. Et on constate qu'il y a quand même plus de décès dans les niveaux 2 et 3 parce que ce sont des grossesses à risque. Alors dire que la proximité est dangereuse, je pense qu'il faut faire attention. C'est ce que dit la Cour des comptes. Il faut modérer les propos. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la stabilité des équipes médicales. Ou une équipe médicale qui est stable et qu'on arrive à faire fonctionner, ou il y a ce qu'on appelle des remplaçants, plutôt des mercenaires. Et là, je dis halte, danger, il faut fermer. Qu'en pensez-vous, Philippe? En fait, on ne connaît pas aujourd'hui les causes de l'augmentation de la mortalité en France. D'abord, pourquoi? Parce qu'on ne les compte pas. Il n'y a pas de registre national qui analyse pourquoi les enfants meurent et pourquoi tel va mourir et tel ne meurt pas. Et donc, c'est une des recommandations que nous avons faites à l'Assemblée, c'est qu'on se dote d'un registre national comme ça se fait dans les pays étrangers. Quelles sont les causes possibles, les facteurs de risque? Lamine Garbi a raison, il y a peut-être un effet petite maternité, même s'il n'est pas prouvé, objectivement. Il y a peut-être un effet également sur la prématurité. En France, on sait que les très grands prématurés, et les prématurés d'ailleurs, ont un taux de survie qui est plus faible que chez nos voisins. Ils sont mal pris en charge. Alors là, il y a plusieurs raisons qui sont évoquées. Par exemple, on a moins de lits de soins intensifs pédiatriques qu'il en faudrait, du simple au double sur le territoire. On considère qu'un très très grand prématuré, on va dire 24 semaines, donc c'est une grande prématurité, le taux de survie c'est 30%. Alors qu'en Suède, c'est 70%. Il y a également probablement un effet lié à la mère. Les grossesses sont plus tardives et la mortalité augmente
d'une manière significative avec l'âge de la mère. Alors vous allez me dire, la grossesse est plus tardive. Dans tous les pays d'Europe. C'est vrai, sauf que dans les autres pays d'Europe, il y a une augmentation de l'âge de la mère, mais il n'y a pas de mortalité qui augmente parallèlement. Il y a peut-être aussi des effets sur des pathologies qu'on voyait moins chez les mères avant et qu'on voit plus, l'obésité. Les femmes sont plus obèses aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans. Le diabète. Elles fument. Le tabac. 17% des femmes au 3e trimestre de grossesse, donc à la fin de la grossesse, continuent à fumer. 17%. Ce qui est une folie. Ce qui est très, 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 très important. C'est dangereux. Et puis il y a d'autres facteurs qui probablement jouent. Vous savez, il y a toute la question de la position de l'enfant. Comment doit-on coucher un bébé dans le lit ? Il faut coucher un bébé sur le dos, dans une turbulette, sans tour de lit. Il ne faut pas dormir avec le bébé dans le même lit, parce que sinon on risque de l'étouffer. Et bien tous ces éléments-là, quand vous regardez par exemple les photographies sur les publicités de couches, eh bien vous voyez des enfants qui sont sur le ventre ou qui font dodo avec leur papa parce que c'est mignon sur la photo. Eh bien ça c'est idiot parce que ce sont de mauvaises images de santé publique. Donc la mortalité infantile qui augmente en France, je le répète, d'une manière significative depuis 2012 alors qu'elle baisse ailleurs, elle est probablement expliquée par plusieurs facteurs et tous ces facteurs bien s'accumulent. Oui. Et ce qu'a dit Lamine sur les petites maternités, c'est probablement vrai. Oui, mais dans les petites maternités, Lamine Garbi, vous connaissez bien. Oui. Est-ce qu'on est vraiment équipé ? Franchement, je ne mets pas en cause la qualité du médecin, ni des équipes médicales, mais est-ce qu'on est vraiment équipé suffisamment en cas de risque qui pourrait survenir à tout moment ? On est équipé pour une grossesse simple. Oui. S'il y a une réanimation à produire, bien sûr que non. Mais normalement, on ne doit pas avoir de grossesse à risque dans ces petites maternités. Et la difficulté que nous avons, c'est bien sûr la qualification des médecins et des équipes, mais c'est surtout l'absence. Comment faire en sorte que l'on puisse avoir des gynécologues obstétriciens et chirurgicaux qui vont réaliser moins de 100 accouchements chacun. Il y a aussi un problème de rémunération pour que le gynécologue paye son assurance. D'assurance professionnelle. Il faut qu'il mette au monde 100 bébés. Pour payer juste son assurance. Donc vous doutez bien que ceux qui ont envie de travailler, que ceux qui sont, je dirais, dans l'innovation, ne vont pas venir. Alors vous seriez une jeune femme. Vous seriez sur le point d'accoucher. Est-ce que vous iriez dans une maternité de proximité ou est-ce que vous iriez dans une maternité à 1 heure de route ? Parce que beaucoup de jeunes femmes disent 1 heure de route, c'est trop éloigné, il y a un risque. Qu'est-ce que vous feriez tous les deux ? Si l'équipe médicale est stable, connue, et que le gynécologue suit la maman et qu'il va aider pour la délivrance, il n'y a pas de difficulté. Mais si l'équipe elle est instable, si ce sont des médecins inconnus, bien sûr, il faut prendre la voiture et faire 1 heure de route. Il y aura moins de danger sur la route. Il y a moins de danger à faire la route ? Moi, j'irai dans une maternité où il y a sur place, je dis bien sur place, un obstétricien, un anesthésiste réanimateur et un pédiatre sur place. Pas chez eux, au téléphone, sur place. Ça, c'est l'élément de sécurité absolue. Et Lamine Garbi a raison. Dans les maternités de niveau 1, 75% des maternités de niveau 1, c'est-à-dire les petites maternités, ont des difficultés très très importantes à avoir des obstétriciens. Parce que quand je vous dis qu'il faut ces 3 professionnels, il faut aussi que ces 3 professionnels soient aguerris et à un bon niveau. Et vous savez, la médecine, c'est comme le journalisme. Si on n'en fait pas beaucoup, on n'est pas bon. Ça, je suis d'accord. Exactement. Il faut en faire beaucoup pour être bon. C'est comme pilote de ligne. Moi, je veux pas entrer dans un avion, on me dise, vous avez de la chance, aujourd'hui, il y a un pilote très sympa, mais il a que 10 heures de vol à son actif. Il faut prendre des gens qui ont une grosse expérience. Et la grosse expérience, par définition, vous ne pouvez pas l'avoir dans les petites maternités. C'est pas possible. Oui. Et la réduction du nombre de maternités a commencé il y a 10 ans. 85 maternités ont été fermées depuis 10 ans. 45 dans le privé, mais 40 aussi dans le public. Donc les 2 systèmes de santé ont les mêmes difficultés. Oui, on les mêmes difficultés. On ferme des maternités, des petites maternités, parce qu'il y a peu d'accouchements, pas suffisamment d'accouchements pour les faire fonctionner. C'est ce que je comprends. Est-ce que cette tendance va se poursuivre, Lamine Garbi ? Oui, parce qu'on ne trouve plus d'équipe médicale. Parce que je vois des manifestations partout. Défendons notre maternité. Oui, mais ça c'est le volet politique de la chose. Le volet sécuritaire et le volet santé publique, c'est qu'il faut avoir l'honnêteté de dire je n'ai pas les équipes médicales de qualité sur place parce qu'ils partent à la retraite,
parce qu'ils ne veulent plus s'engager, ils ne veulent plus dormir sur place. C'est des contraintes. Et ils ne sont pas rémunérés, nos praticiens, lorsqu'ils dorment sur place. Ce sont des astreintes et des gardes non rémunérés. Donc, il y a un désengagement. Donc, je dis, il faut anticiper, et ce mouvement d'anticipation existe. Et surtout, il y a 50 000 bébés de moins chaque année. Depuis des années. Donc il y a moins de naissances, donc il y a forcément moins de maternité, moins d'engouement. Et puis aujourd'hui, si vous voulez, qui accepterait d'avoir un drame dans sa structure? Lorsque vous avez une petite structure et que vous avez un drame, on parle des enfants, il y a les mamans aussi. Oui, il y a plus de 2000 mamans. Il y a plus de 2000 décès de mamans. 2000 décès de mamans. Voilà, donc si vous voulez, c'est aussi, on en parle 2000, moins. Et si vous voulez, Vous n'êtes pas d'accord avec ce chiffre, Philippe Juvin, non? En fait, la mortalité maternelle, on considère que c'est une maman qui meurt tous les 4 jours en France. La première cause sont les causes cardiaques. C'est le suicide. Le suicide est première cause, identique à la cause cardiaque. Le suicide de la maman dans les premiers mois après la grossesse. Bien sûr. Ah oui. C'est pour ça que la question de la psychiatrie est importante. On n'a pas mis de psychiatre dans les maternités, mais aujourd'hui, il y a une question d'accompagnement des mamans. Puis il y a une troisième cause qui est heureusement plus rare, mais encore trop importante, parce que plus importante en France qu'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'hémorragie de la délivrance. Et ça, ce sont des causes qui, à 95%, sont évitables. Et je rejoins ce que dit Lamine Garbi, ce sont des causes évitables si vous avez un plateau technique, c'est-à-dire si vous pouvez agir. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait des petites maternités? Qu'est-ce qu'on en fait? On va essayer de répondre à cette question juste après la pub. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Philippe Juvin, vous posez une question. Alors la réponse. Qu'est-ce qu'on fait des petites maternités dans lesquelles on n'arrive pas à avoir de personnel qualifié, etc. On les ferme ? D'abord, on dit au maire qui manifeste en disant faut pas la fermer, il faut lui demander est-ce que votre femme, si c'est un homme ou si c'est une femme, est-ce que vous accoucheriez dans cette maternité? La réponse est en général c'est non, bien entendu. Mais qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on les transforme en centre de consultation de suivi de la grossesse, parce qu'on doit pouvoir suivre sa grossesse à proximité de son domicile, mais également de post-accouchement. Deuxièmement, on regarde le territoire, parce qu'il y a des territoires où malheureusement l'accessibilité est telle qu'il faut quand même la garder, la petite maternité. Là, il faudra faire quelques efforts, c'est l'exception, mais ça arrive. Je pense à la montagne, par exemple. Et puis, troisièmement, on crée à côté de la maternité dans laquelle on va finalement aller accoucher, mais qui est un peu éloignée, on crée par exemple de l'hébergement. Il faut que vous puissiez, plusieurs jours avant votre accouchement, venir habiter. Bref, c'est un réseau qu'on crée, qui n'existe pas aujourd'hui, et qui fait qu'on s'arc-boute sur des petites maternités par défaut d'alternative. Et je pense que c'est ça, une des difficultés d'évolution de notre système de santé. Vous êtes d'accord avec... Je rajouterais juste les centres d'IVG. Oui. Parce que c'est une demande forte des jeunes mamans, et c'est souvent une détresse. Elles sont isolées, donc dans ces centres d'IVG, avec les centres périnatales de proximité, c'est un complément important. Je suis tout à fait d'accord avec Philippe Juvin. Et puis ce qu'on fait, c'est et puis j'en reviens toujours à ma marotte, mais c'est valable sur tous les domaines de la médecine. C'est qu'il faut qu'on forme plus de monde, tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand vous formez un médecin ou un chirurgien ou un obstétricien, en temps médical disponible pour le pays, c'est moins de temps médical que le type que vous formiez il y a 20 ans, parce que les gens veulent travailler différemment. Et les médecins, les intervenants, vous le disiez là pendant la pub, Lamine Garbi, sont de plus en plus âgés. Oui. Les médecins que vous employez, ils ont souvent 70 ans. Votre groupement, puisque vous avez un groupement de plusieurs cliniques privées. Lamine Garbi. En médecine clinique, ils ont souvent plus de 70 ans. Ils ont souvent plus de 70 ans. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là. On ne pourrait pas maintenir des services de proximité en rééducation, en médecine interne, en gériatrie. Sans ces médecins qui ont 70 ans et plus. Mais bien sûr, mais évidemment, le système de santé tient grâce en grande partie à ces médecins en cumul emploi-activité. Et moi, j'avais été frappé. J'ai fait des amendements à l'Assemblée qui ont été plus ou moins acceptés. En réalité, le gouvernement les a déshabillés. Un médecin, par exemple, libéral, prenons l'exemple du libéral, on sort de la mortalité infantile, mais c'est le même sujet. Un médecin libéral qui est à la retraite, quand il est en cumul emploi-activité, il n'a pas intérêt à travailler beaucoup pour des raisons de cotisation de retraite. En gros, il cotise pour une retraite qui ne touchera plus. Ça, c'est absurde. Vous vous rendez compte que dans des hôpitaux publics, alors je ne sais pas comment ça se passe dans le privé, quand un médecin décide de rester après sa retraite, en fait, alors qu'il est payé, on va dire, au 15e échelon, au maximum, parce qu'il est âgé, eh bien, le jour où il vient vous donner un coup de main, il est payé au premier échelon. Bref, on
on n'encourage pas les gens à continuer à travailler alors qu'on en a besoin. Alors qu'on en a besoin. Un quart des psychiatres en France sont des cumuls emploi-retraite. Un mot, parce que c'est votre combat, le 3 juin prochain, la mine Garbi, grève massive de l'hospitalisation privée. Pourquoi ? Nos budgets sont encadrés par l'État. Nos tarifs sont encadrés. Chaque année, il y a ce qu'on appelle la campagne tarifaire qui fixe le tarif de l'appendicite, de la prothèse de hanche, etc. Cette année, hausse de nos tarifs de 0,3%, le secteur public 4,3%. 15 fois plus. Comment voulez-vous que l'on puisse continuer à investir, à revaloriser nos soignants sur les salaires, parce qu'il y a une iniquité de traitement. Tout le monde pense que le privé paye plus. Ben non, le privé paye moins. 15% de moins une infirmière dans le privé qu'à l'hôpital public. Donc on manifeste un ras-le-bol généralisé, et cette grève va se traduire 3, 4, 5 juin par un arrêt total de l'activité de chirurgie, arrêt total des urgences. Toutes les cliniques privées, toutes les cliniques, l'ensemble des groupes de la fédération sont moteurs, l'ensemble des indépendants sont moteurs, il y aura un taux de participation de 95%. Et nous adressons dès maintenant à toutes nos agences régionales de santé des lettres nous engageant formellement. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça. Dites-moi, vous allez avoir un afflux de patients aux urgences que vous dirigez, je rappelle, à Georges Pompidou. Il a absolument raison. Moi, je suis un médecin de l'hôpital public pur. Je n'aime pas d'activité privée. Je dis une chose très simple. L'hôpital public ne peut pas fonctionner correctement si l'hospitalisation privée d'un côté et la médecine libérale de l'autre ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que le patient, c'est le même. Voilà. Oui. Et deuxièmement, parce que un paquet important de gens qui viennent aux urgences dans mon hôpital, mais dans toutes les urgences publiques de France, sont finalement redirigés dans le privé, par exemple pour être opérés, par exemple pour avoir une chimiothérapie. Nous sommes complémentaires. Et quand on affaiblit le privé, en réalité, on affaiblit toute la chaîne, y compris le public. Ça, c'est un élément qu'il faut bien comprendre. La dissociation entre le public et le privé, elle est artificielle. Accessoirement parce que ce sont les mêmes médecins. On a tous été formés dans le public pour ceux qui vont dans le privé, mais aussi parce que les patients sont les mêmes. Oui, les patients sont les mêmes. Mais la mine Garbi, donc tout le monde va manifester. Je ne pourrais plus être soigné les 3, 4 et 5 juin dans le privé ? Le 15 mai, vous serez appelé parce qu'on va déprogrammer votre intervention, Monsieur Bourdin. Ah, d'accord. Voilà. C'est-à-dire que si j'ai une intervention prévue le 3, 4 ou 5 juin, elle sera déprogrammée, même si elle est urgente. Enfin, à part 3 semaines à l'avance, l'urgence est relative. Vous avez raison. Il peut y avoir la chirurgie du cancer quand même, dont c'est un problème de reporter. Avec les patients qui sont, je dirais, en soins. Oui, qui sont en soins. Qui sont en soins. On ne va pas fermer. On n'a pas le droit de fermer l'établissement. On n'a pas le droit. Oui, c'est pour ça que Mais par contre, il n'y aura pas d'activité. Il n'y aura pas d'activité parce que le gouvernement doit considérer, ou du moins reconnaître, que nous sommes essentiels. Ça, vous pouvez penser à une période récente. Nous sommes essentiels et non pas non essentiels. Et non pas non essentiels. Et complémentaires du public. Bien. Et juste encore un mot, la médecine libérale, nos chirurgiens, nos spécialistes sont également dans ce mouvement d'arrêt d'activité parce qu'effectivement, sans eux, on ne pourrait pas mener ce mouvement de grève. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci à tous les deux d'être venus nous voir ce matin. Valérie Expert et Gilles Gansman, tout de suite après les infos, vont recevoir Guillaume Durand pour un hommage à Bernard Pivot. Il est 9h57. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.